cette saisie record de la gendarmerie ivoirienne, 200 tonnes de faux médicaments ont été arraisonnés. 4 suspects ont aussi fait l'objet d'interpellations pour les suites de l'enquête. La colère des partisans d'Omar El-Béchir, ils s'opposent à son éventuel transfèrement à la CPI. Ils ont organisé une manifestation pour se faire entendre. Et puis, le plaidoyer des handicapés, ils demandent la prise en compte de leurs droits aux dirigeants. Ils se sont exprimés au cours d'une tribune à Nairobi au Kenya. Voilà donc pour le sommaire de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Et la quantité est donc impressionnante. 200 tonnes de faux médicaments sont arraisonnés en Côte d'Ivoire. C'est bien la saisie record réalisée la semaine dernière par la gendarmerie. 4 suspects ont été interpellés. Voici les détails dans ce reportage. Les éléments de la gendarmerie ivoirienne ont posé le grappin sur un important lot de produits pharmaceutiques faux ou sous-dosés. En tout, 200 tonnes de ces médicaments étaient stockés dans une maison sur 2 étages et un sous-sol. D'après le porte-parole de l'unité, 4 suspects, 3 Ivoiriens et un Chinois ont été interpellés. La source précise que la plupart de ces produits avaient des emballages chinois. Les acteurs de ce secteur informel profitent du fait qu'à l'inverse du trafic de stupéfiants, le commerce de faux médicaments demeure largement impuni dans le monde, étant considéré comme un simple délit de violation de la propriété intellectuelle en dépit des décès qu'il suscite. L'usage de faux médicaments entraîne près de 100 000 décès par an en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Quelques 42% des médicaments en circulation en Afrique subsaharienne sont falsifiés, ce qui en fait la région du monde la plus touchée par ce trafic, contrôlé par le crime organisé. Non à un éventuel transfèrement d'Omar El-Béchir à la Cour pénale internationale. C'est en tout cas la volonté des partisans de l'ancien président déchu du Soudan. Ils ont manifesté leur colère dans les rues de Khartoum. Après 30 ans au pouvoir, l'ancien chef d'État soudanais est confronté à une série de procès. En dehors de la justice de son propre pays qui le juge pour corruption, la Cour pénale internationale l'accuse de crimes contre l'humanité et de génocide au Darfour. Alors qu'un juge soudanais a fixé samedi au 14 décembre le verdict de son procès pour corruption, des dizaines de ses partisans ont envahi les rues pour exprimer leur soutien à Omar El-Béchir. Au nom du Congrès national, nous affirmons que tous les moyens pacifiques pour défendre le président seront pris, d'autant plus qu'il est l'ancien président du parti du Congrès national. Nous prendrons toutes les mesures légitimes pour obtenir justice et préserver ses droits. Nous appelons le gouvernement soudanais à s'abstenir d'autoriser son transfert à la CPI parce que cela met en cause l'intégrité de la justice soudanaise. Nous avons confiance dans le système judiciaire soudanais et dans son intégrité et son professionnalisme tout au long de son histoire politique. Pour pouvoir remettre à la CPI Omar El-Béchir, les autorités de transition doivent ratifier le statut de Rome. Béchir, arrivé au pouvoir en 1989 par un coup d'État, a été destitué par l'armée le 11 avril et arrêté. Il est actuellement emprisonné et jugé pour des accusations de corruption. Le Liban peine toujours à désigner le successeur du Premier ministre démissionnaire Saad Hariri. Les manifestants attendent les consultations, devant donc permettre de mettre un thème à cette situation. Dans les rues, ils maintiennent la pression, exigent le départ de l'ensemble de la classe politique dirigeante. La classe politique dirigeante libanaise résiste toujours aux manifestants. Depuis le 17 octobre, où le pays vit au rythme d'un mouvement inédit, les contestataires maintiennent la pression. Les rassemblements se multiplient notamment dans la capitale. La mort de 2 civils semble empirer la situation. Mardi dernier, un protestataire est tombé sous les balles d'un soldat au sud de Beyrouth. Celui-ci avait ouvert le feu alors qu'un véhicule militaire tentait de dégager une route bloquée par des manifestants. Du côté de l'exécutif,
Le nom de Mohamed Safadi, un richissime homme d'affaires de 75 ans et ancien ministre des Finances, avait fuité dans la presse comme prochain Premier ministre au thème d'un accord entre les divers partis politiques au pouvoir. Mais dans un communiqué publié samedi, Safadi a jugé difficile de former un gouvernement harmonieux dans les circonstances actuelles. Selon la Constitution, le chef de l'État doit procéder à des consultations parlementaires contraignantes à l'issue desquelles il nomme le Premier ministre. Mais Michel Aoun n'a toujours pas entrepris cette démarche, près de 3 semaines après la démission de Saad Hariri. Le retard mis dans la formation de nouveaux cabinets aggrave une situation économique et financière déjà très fragile. L'agence de notation internationale Standard & Poor's a alerté sur le risque élevé d'un défaut de paiement. En un mois de contestation, les banques ont ouvert seulement une semaine en renforçant les mesures de contrôle sur les retraits, entraînant parfois des heurts avec les clients. Et direction la République démocratique du Congo pour parler de la relance de ce dossier de violation des droits de l'homme. Entre 2015 et puis 2018, plus de 100 organisations congolaises ont plaidé samedi pour que l'Union européenne renouvelle ses sanctions. 14 proches de l'ancien président Joseph Kabila sont donc visés par ces enquêtes. L'Union européenne avait décidé du gel des visas et des avoirs de 14 responsables congolais en décembre 2016, puis fin mai 2017. Ces personnalités ont été sanctionnées pour leur rôle dans la répression des manifestations de l'opposition entre fin 2016 et 2018. Ces sanctions ont ciblé 2 anciens ministres de l'Intérieur, 2 ex-gouverneurs de province, l'ancien chef des renseignements civils ainsi que des généraux de l'armée et de la police. L'Union européenne a renouvelé ses sanctions pour 1 an juste avant l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Les 163 organisations signataires d'un communiqué estiment qu'il serait judicieux que les sanctions ciblées prises à l'égard des hauts responsables congolais et d'autres soient maintenues, tant que des procédures judiciaires ne sont pas engagées contre eux pour des faits qui ont conduit à ces mesures. Pour ces signataires, l'alternance pacifique au sommet de l'État, avec l'avènement de l'opposant Félix Tshisekedi à la tête du pays, ne peut pas être utilisée comme une raison primordiale pour la levée des sanctions. Ces organisations estiment que les sanctions ciblées prises par l'Union européenne avaient sérieusement contribué à faire pression sur le régime de l'ancien président Kabila et l'ont obligé à organiser des élections présidentielles et législatives le 30 décembre 2018, alors qu'il était accusé de multiplier des stratagèmes pour se maintenir au pouvoir. Dans la Corne de l'Afrique à présent, 4 ans après le lancement du programme SWED qui vise entre autres l'autonomisation de la femme ainsi que l'implémentation du dividende démographique, les acteurs du secteur de la santé reproductive et les experts des questions sur la population se sont réunis à Nairobi. But visé, faire l'état des lieux. Les femmes et les jeunes de 15 ans représentent plus de la moitié de la population du Sahel, qui est estimée à 920 millions en 2014. Pour les experts, ce poids démographique ralentit le taux de croissance, le recul de la mortalité infantile et l'augmentation des taux de scolarisation. Pour inverser les tendances, le SWED a été lancé en 2015. L'objectif est d'accélérer la transition démographique, de déclencher le dividende démographique et de réduire les inégalités de genre dans la région du Sahel. Le projet SWED est une réponse à l'appel lancé par le président de la République du Niger pour résoudre les problèmes socio-démographiques auxquels nos pays sont confrontés. Donc, à ce stade, nous avons des acquis dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Nous avons plus de 5000 filles qui sont formées, qui ont été autonomisées. Nous avons plus de 150 000 filles qui ont été enrôlées dans les espaces sûrs où elles ont appris à travers des formations modulaires des questions sur la santé de la reproduction. À l'occasion des 25 ans de la conférence internationale sur la population et le développement célébrée au Kenya du 12 au 14 novembre, les acteurs à divers niveaux se sont retrouvés pour faire le point. Je crois que Nairobi, nous avons eu en tout cas une excellente mobilisation de toute la communauté internationale, la participation de 165, sinon plus, de pays doit être en tout cas une opportunité pour un partenariat encore beaucoup plus brillant
pour accompagner l'Afrique dans la réalisation de ce choix qu'est le dividende démographique. Une initiative pour laquelle les pays eux-mêmes vont jusqu'à emprunter de l'argent à la Banque mondiale pour faire avancer la question du dividende démographique. Je pense que c'est une invitation à toutes les bonnes volontés de se retrouver autour du Suède et d'initiatives similaires pour accompagner, pour amplifier, pour accélérer. Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, le programme regroupe à ce jour 7 pays africains. Les droits humains relatifs aux personnes portant un handicap sont généralement bafoués dans plusieurs pays du monde. De plus en plus, des voix s'élèvent donc dans le rang des intéressés pour tenter de corriger le tir, comme le témoigne ce reportage. Peu de gens s'intéressent aux personnes portant des handicaps. Discrimination et marginalisation constituent leur pain quotidien. Les intéressés se plaignent de ne pas avoir un accès facile aux services publics. Le sommet de Nairobi sert de canal de plaidoyer. Sophia a décidé de surpasser ses limites et de prendre sa vie en main. Aujourd'hui, elle fait partie des initiateurs d'une fondation dédiée aux personnes handicapées en Tanzanie. De nombreuses personnes, spécialement celles avec des handicaps, font face à d'énormes défis. Leur sécurité, entre autres, est un réel problème, surtout dans mon pays, la Tanzanie, où beaucoup de filles et de femmes ont de sérieuses difficultés. Je suis donc venue à la conférence de Nairobi pour faire entendre leur voix dans l'espoir d'un changement. D'après Sophia, plusieurs secteurs sont défavorables aux handicapés. Il y a donc lieu de changer la donne afin de leur permettre de jouir pleinement d'une égalité entre les hommes. Je suis une personne handicapée et je monte au créneau pour demander le respect des droits qui reviennent à tous les handicapés dans tous les pays et dans tout le monde. Parce que nombre d'entre nous ignorent leurs droits dans différents secteurs, spécialement l'accès à l'éducation, la santé, entre autres. Ils n'ont même pas d'informations relatives à leurs droits. Donc, je porte ma voix pour les droits des personnes handicapées. So I want to raise my voice to get the changes for the rights of disability. Ces participants espèrent avoir touché la sensibilité des décideurs politiques, des ONG et des experts venus nombreux faire le bilan des 25 ans de la conférence internationale sur la population et le développement. Alors qu'il est englué dans la tempête de la procédure de destitution conduite par les démocrates, Donald Trump a entamé ce week-end sa visite médicale annuelle. Les examens médicaux devront donc permettre d'en savoir un peu plus sur la santé du président américain. En 2018, les résultats médicaux avaient attesté d'une meilleure santé du chef de la Maison-Blanche. La dernière visite médicale annuelle du président Donald Trump remonte à février. Mais le locataire de la Maison-Blanche a, selon l'exécutif, décidé d'anticiper un peu en raison du calendrier électoral. Prévoyant une année 2020 très chargée, le président a profité de ce week-end calme à Washington pour entamer ses examens médicaux annuels. À l'issue de sa visite médicale de début d'année, le médecin de la Maison-Blanche avait annoncé que Trump mesurait 1,90 m, pesait 110 kg et que son état de santé général était très bon. En 2018, Ronny Jackson, qui occupait alors le poste de médecin, avait lui assuré, lors d'une surprenante conférence de presse, que le milliardaire républicain avait des gènes incroyablement bons. Il est apte à exercer ses fonctions. Je pense qu'il restera jusqu'à la fin de son mandat et même jusqu'à la fin de notre mandat s'il est réélu, avait-il ajouté, s'éloignant de la réserve et la rigueur à laquelle s'en tiennent d'ordinaire les médecins militaires. La visite médicale a lieu pendant qu'au Congrès, les démocrates accumulent les éléments à charge en vue de destituer le président. Les auditions parlementaires ont notamment révélé les inquiétudes suscitées au sein même de la Maison-Blanche par les pressions des proches du président sur l'Ukraine. Le Congrès fait sa rentrée mardi, après 2 semaines de vacances parlementaires, au cours desquelles les élus démocrates de la Chambre des représentants ont multiplié les injonctions pour obtenir des documents et des témoignages. Leur but, déterminer si Donald Trump a abusé de sa fonction pour forcer Kiev à enquêter sur l'ancien vice-président démocrate Joe Biden, bien placé pour l'affronter lors de la présidentielle de 2020.
Donald Trump clame depuis que l'appel était irréprochable et assure avoir légitimement voulu combattre la corruption des Biden. Il parle de chasse aux sorcières. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.